Donc bonjour. Donc je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir donné cette occasion pour parler des cas cliniques en fait aux maladies métaboliques. Donc au début, je vais faire juste un rappel rapidement pour parler un petit peu de la classification des maladies métaboliques et bien sûr quand est-ce qu'il faut penser à une maladie métabolique. Donc les maladies métaboliques résultent donc d'un déficit enzymatique sur l'une des voies métaboliques, que ce soit glycidique ou protéidique. Il se manifeste à tout âge, période néonatale comme période donc de l'enfance. Et tous les organes, bien sûr, peuvent être atteints, en particulier le système nerveux central, le foie, etc. Alors, il y en a plusieurs maladies métaboliques. Et heureusement qu'il y a maintenant quelques maladies métaboliques qui sont traitables. Donc, c'est vrai que identifier une maladie métabolique, c'est une urgence parce qu'il faut faire d'abord un diagnostic pour commencer un traitement rapide. Et bien sûr, si vous ne traitez pas, l'évolution parfois elle est fatale et la plupart du temps, donc, soit c'est le décès, soit c'est des séquelles neurologiques graves. Alors, quand est-ce qu'il faut penser à une maladie métabolique? Surtout en période néonatale, quand l'état clinique de l'enfant ne reçoit aucune explication franche et immédiate. Ce que nous arrive tous, surtout les gens qui s'intéressent en néonatologie, c'est-à-dire quand on a un nouveau-né, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a, bien sûr on élimine tout ce qui est infection, tout ce qui est autre chose, et la plupart du temps malheureusement on ne fait rien, et le bébé décède donc dans un tableau de détresse neurologique, mais on n'arrive pas en fait à faire un diagnostic et on passe à côté d'une maladie métabolique. Parfois aussi, s'il y a l'intervalle libre, c'est-à-dire un bébé qui est né normalement, et après 3 ou 4 jours, il commence à faire une détresse neurologique avec parfois des troubles de conscience, des troubles neurologiques graves. Alors, il y a aussi des éléments intéressants à chercher. C'est aussi la consanguinité, s'il y a un cas similaire dans la famille, et surtout s'il y a une odeur qui est spéciale. Donc, c'est important, c'est-à-dire, je pense qu'il faut s'intéresser à l'odeur. C'est-à-dire, ils ne nous disent pas que c'est une chorioamniotique, c'est un liquide normalement amniotique. Parfois, l'odeur, normalement, peut faire le diagnostic d'une maladie métabolique. Donc, on verra quelques cas. Alors, les signes cliniques, ils sont très variables. Donc, on peut avoir des signes neurologiques, des signes cardiologiques, hépatiques, cutanés, donc dysmorphie faciale, des anomalies osseuses. Donc, tous les organes peuvent être atteints. Et donc, on peut avoir plusieurs atteintes en même temps. Et il y a un élément essentiel, c'est l'analyse des premiers signes cliniques. C'est-à-dire la première personne qui a fait l'observation, il faut que ça soit fait dans de très bonnes conditions parce qu'il y a beaucoup d'éléments normalement qui peuvent apparaître, qui peuvent disparaître. Donc, c'est important de signaler et d'analyser en fait les premiers signes cliniques. Alors, il y a aussi parmi les éléments qui peuvent nous faire le diagnostic aussi précoce, c'est le dépistage néonatal. Ça, c'est clair, en particulier en matière de phénylcétonurie. Chose qui ne se fait pas malheureusement chez nous, mais je pense que prochainement, ça va rejoindre un petit peu ce qui se passe avec l'hypothyroïdie. Donc, je pense que dans notre pays, il faut qu'on fasse le dépistage néonatal, mais je pense que le professeur Abdelkhasim va me dire non, parce que ça ne sert à rien de faire le dépistage néonatal de la phénylcétonurie parce que malheureusement, on ne fait rien pour les enfants qui ont une phénylcétonurie. Et on n'arrive pas à faire. C'est un grand problème. On ne fait rien parce qu'on n'a pas de diététique normalement pour ces maladies. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous, on a quelques cas, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire on fait le diagnostic rapidement, on fait même le dépistage autour d'un cas, mais malheureusement, on fait vraiment rien. Et pour les gens qui ont les moyens, ils achètent des produits, etc. Mais moi, ça me touche parce que j'arrive pas, en fait, avec mes collègues à l'hôpital d'enfants, je n'arrive pas à régler ce problème. Espérons si vous pouvez nous aider, bien sûr, pour qu'on collabore pour avoir avec le ministère de la Santé pour régler ce problème. Parce que c'est vraiment c'est un drame, parce qu'il y en a beaucoup et on ne fait rien. Alors, pour l'examen clinique, bien sûr, donc, il faut faire un examen complet. Bon, j'insiste toujours, il faut s'intéresser à l'odeur, normalement, des urines, c'est important.
Voilà, pour le premier bilan, en général, en période néonatale, le premier bilan, c'est toujours dans le cadre d'une infection maternofœtale. Parce que nous, on a toujours appris qu'une détresse respiratoire ou neurologique, c'est une infection. Donc, on fait le premier bilan de l'infection. Mais après, bien sûr, il faut, si vous trouvez le bilan infectieux négatif rapidement, il faut faire bien sûr un bilan particulier, donc un bilan hépatique, une ammonémie. Bien sûr, il faut faire un casse de sang pour chercher normalement s'il y a l'acédose ou non. Il faut bien sûr faire un examen des urines, chercher les corps cétoniques, c'est important. Bien sûr, et donc faire une PL, pas pour le problème infectieux, mais surtout pour le dosage des lactates et les pyruvates, etc. Bien sûr, une fois qu'on a une forte suspicion d'infection, de maladie métabolique, on fait la chromatographie des acides aminés, c'est bien dans le sang et dans les urines, ou on peut faire aussi la chromatographie des acides organiques. Et il y a des tests spécifiques, en particulier le TMPH. Malheureusement, on ne le fait pas, ça ne demande rien du tout. Ça, c'est pour la leucénose. Et c'est un test avec lequel on peut faire le diagnostic de la leucénose à côté de notre malade, avec juste un prélèvement des urines. Mais on ne l'a pas encore, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc quelques diagnostics différentiels, comme j'ai dit, le sepsis en particulier, les intoxications, les convulsions dans un autre cadre, les malformations et bien sûr les désordres électrolytiques. Alors juste pour classifier les maladies métaboliques, ça c'est aussi important, il y en a 3 groupes. Il y a les maladies en fait d'intoxication protéique et glucidique, là où il y a les aminoacidopathies, il y a les anomalies de cycle de l'urée, il y a les acidurées organiques, etc. Et bien sûr, il y a un deuxième élément, c'est les déficits énergétiques, c'est les mitochondriopathies, les anomalies de la bêta-oxydation, et bien sûr, il y a les anomalies de la synthèse et du catabolisme des molécules complexes. Alors, pour les maladies d'intoxication, vous le comprenez tout de suite, c'est une intoxication par l'accumulation d'un produit. Donc, on peut avoir des troubles de conscience, un coma néonatal, mais il y a toujours un intervalle libre, c'est-à-dire après le sevrage, bien sûr, de cordon ombilical, il y a en fait l'introduction des protéines et des glucides normalement, et à ce moment-là qu'il y a apparition des signes cliniques, avec parfois une insuffisance hépatocellulaire. Alors, comme j'ai déjà dit, donc c'est les maladies d'intoxication. Donc, le diagnostic, ça se fait facilement soit par la chromatographie des acides aminés de les aminoacidopathies, soit bien sûr la chromatographie des acides organiques, surtout pour les acidurées organiques. Il y a bien sûr les anomalies de sucre aussi, la galactosémie et la fructosémie. Là, il y a toujours une insuffisance hépatocellulaire sévère. Il y a d'autres qui ne sont pas traitables, comme l'hyperglycémie sans cétose et le déficit en sulfite oxydase. Là aussi, on peut faire le diagnostic rapidement. Pour l'hyperglycémie, par exemple, sans cétose, ce sont des enfants qui ont donc des convulsions précoces, qui sont très irritables. Et les diagnostics, ça se fait par l'EEG, parce qu'il y a un pattern EEG qui pour l'hyperglycémie sans cétose, c'est le suppression burst. Et on peut faire aussi le diagnostic par la PL en dosant la glycine qui est très élevée. Et donc, mais malheureusement, il n'y a pas de traitement. Donc. Le déficit en sulfite oxydase, ça se fait aussi par bandelette, mais on ne l'a pas ici au Maroc aussi. Alors, pour les maladies énergétiques, c'est surtout donc qui sont liées à un déficit en ATP, et donc c'est les mitochondriopathies et les anomalies de la bêta-oxydation. Ça, c'est juste pour vous montrer, pour aller rapidement vers les cas cliniques. Donc, c'est les signes cliniques des cétopathie mitochondriale. On peut avoir les différentes atteintes et les différents organes qui peuvent être atteints en matière de cétopathie mitochondriale. Pour les maladies qui sont liées à la synthèse de molécules complexes, il y a les maladies lysosomales, les peroxosomales et le CDG syndrome. Alors, c'est juste donc un petit résumé, en fait, un tableau qui peut vous aider en fait en cas de chez un nouveau-né chez qui si on a un bébé qui est anormal, et une fois qu'on a éliminé bien sûr les infections, etc., je pense
qu'on peut faire rapidement le diagnostic d'une maladie métabolique, rapidement. Donc, il faut juste donc faire des gaz de sang pour voir s'il est acidose ou non. En cas d'acidose, on va doser l'ammonémie. Si on a acidose plus hyperammonémie, je pense que le diagnostic le plus probable, c'est les acidurées organiques, que ce soit l'acidurée donc propionique, isovalérique ou méthylmalonique. Donc normalement là, c'est là où il faut chercher l'odeur des urines, parce qu'avec l'acidose, l'hyperammonémie, et si on a un aspect des urines qui sont, en général dans les acidurées organiques, c'est l'aspect de l'odeur, c'est celui en fait des sueurs, des pays en sueur normalement. Donc si on a ça, donc on peut rapidement penser à une acidurée isovalérique, et bien sûr on fait la confirmation pour une chromatographie des acides organiques. Si vous avez l'acidose et pas d'hyperammonémie, il faut penser aux acidoses lactées. Au départ, si vous n'avez pas d'acidose, là aussi l'ammonémie, s'il est positif, c'est des anomalies de cycle de l'urée. S'il est négatif, s'il y a une glycémie, il faut penser à l'oxydation des acides gras et les glycogénoses. Sinon, il faut penser aussi à la leucinose. Et là aussi, l'aspect des urines peut vous aider, parce que ici, c'est l'aspect de sirop d'érable qui peut vous orienter vers l'atteinte. Et là, si on a le test de TMPH, on peut faire le diagnostic au bout de 30 secondes et c'est facile. Alors ça, c'est sur la demande. C'est Hassan ou اللي قال لي ندير هذا. ياك سي حسن. واخس. دابا نشوفوا لي كا كلينيك. Alors, je vais essayer de faire que les maladies traitables. Je vais commencer d'abord par les aminoacidopathies qui sont fréquents. Donc, on commence pour notre premier malade. C'est un nourrisson de 8 mois qui a été hospitalisé pour une distension abdominale. Donc, en matière d'antécédents, la grossesse est suivie, l'accouchement voix basse, le poids de naissance était correct, allaitement maternel inclusif au départ. Un développement il ne tient pas la tête ni la position assise au moment, bien sûr, de son admission. Il a été vacciné. Les parents ont consanguin de premier degré, c'est un élément intéressant. La fratrie est bien portant. Il n'y a pas de cas similaire de la. Donc, le début remonte, d'après les parents, à l'âge de 3 mois et demi, par l'apparition d'une distension abdominale, mais pas de signes infectieux ou hémorragiques. Donc, à l'admission, c'est un enfant qui est en assez bon état général. Il a un retard staturopondéral important. Il y a une distension abdominale, il y a une hépatomégalie, splénomégalie. Le reste de l'examen est sans particularité. Malo. Quel est le PC, le périmètre crânien? 40 cm. Là, il y a 3 mois et demi. Donc voilà le bilan qui a été fait. Bon, donc il y a une cytolyse hépatique avec les états 78. Donc il y a un début d'une insuffisance hépatocellulaire avec un TP bas. Et bien sûr, il y a surtout donc l'alpha-photoprotéine qui est très élevée, qui est à 1500. Donc je pense que déjà vous devenez le diagnostic. Ça se voit que donc à l'écho abdominal, il y a l'hépato-splénomégalie. Et déjà à la radiologie, donc on peut avoir des signes de rachitisme. Donc déjà on pense bien sûr à une tyrosinémie. Donc vous avez le retard staturopondéral, vous avez l'hépatosplénomégalie, vous avez l'insuffisance rénale, enfin l'insuffisance hépatocellulaire, la cytolyse hépatique, la tubulopathie, le rachitisme et l'alpha-photoprotéine. Donc on va confirmer bien sûr le diagnostic par la chromatographie des acides aminés et le dosage de l'asexine acétone qui est élevé. Donc le diagnostic retenu, c'est une tyrosinémie type 1 dans sa forme bien sûr précoce. Alors là, c'était avant qu'on a le traitement pour traiter cette maladie. Et donc, on a mis un traitement symptomatique, donc juste la vitamine K, plasma frais congelé. Donc, on n'a pas le NTBC, rien. Donc,
on n'a rien fait malheureusement, et donc le malade est décédé, bien sûr, rapidement. Ça, c'est le premier cas. Alors, le deuxième cas, donc cela pour dire que c'est vrai que le diagnostic il est tardif à 8 mois, mais aussi parce qu'on n'a pas de traitement et donc on a perdu l'enfant rapidement. Le deuxième enfant, c'est un enfant de 5 mois, donc il a été admis pour une distension abdominale. Voilà, la grossesse elle est suivie avec un poids de naissance. Il était hypotrophe à la naissance, allaitement maternel exclusif pendant 15 jours. Et les parents non sanguins, ils sont bien portants, et la fratrie aussi bien portante, et il n'y a pas de cas similaire de la fratrie. Donc le début remonte précocement là, l'autre c'était à 3 mois et demi, là c'est à G4 de vie, installation progressive d'un ictère, cutanéo-muqueux, distension abdominale, des signes déjà neurologiques avec irritabilité, il y a aussi donc vomissement et une mauvaise prise pondérale. Donc cet enfant il a été hospitalisé chez nos collègues à Fès et donc depuis l'âge de 2 mois, puis donc transféré chez nous à l'âge de 5 mois. Et vous trouvez quand même qu'il y a un grand écart entre l'apparition des signes et bien sûr la prise en charge. Donc l'examen à l'admission, bon, vous savez, il y a donc un retard de développement statéropondéral, l'hépatomégalie, l'hypotonie, etc. Donc le bilan, donc il y a une anémie normochrome normocytaire qui est très régénérative, donc une anémie hémolytique. Et bien sûr, il y a donc une cytolyse hépatique assez importante. Il y a aussi donc une cholestase, il y a une insuffisance hépatocellulaire, il y a une hypoalbuminie et l'alpha-protéine qui est très élevée. Donc le diagnostic, bien sûr, donc en plus il y a les sérologies, donc bien sûr, avant de penser à la tyrosinémie, on pense aux embryophotopathie, etc. Et donc il y a la sérologie aussi donc de CMV qui était positif avec une PCR positive. Donc la chromatographie des acides aminés, donc elle était normale, mais surtout le dosage de succinacétone il est très élevé. Donc c'était donc le diagnostic retenu, c'était une tyrosinémie type 1 précoce associée malheureusement à une infection par CMV. Donc c'est à partir de là, c'est cet enfant qui nous a permis de commencer et d'avoir le traitement donc NTBC dans le service. Et chez cet enfant, on a commencé le traitement par l'orphanin, 1 mg par kilo par jour en 2 prises. On a aussi donné donc, des acides aminés. On a pu avoir, contrairement à la phénylcétonurie, là, on a pu avoir donc les mélanges d'acides aminés type coméda théroïque à formula. Et on a aussi traité l'infection à CMV par le Simévan. Mais malheureusement, cet enfant, il est décédé parce que je pense que le diagnostic il était tardif et notre prise en charge était vraiment tardive. Mais c'est cet enfant-là qui nous a permis, après de traiter les autres enfants, qu'on va bien sûr voir maintenant les autres enfants qui ont été traités. C'est grâce à cet enfant qu'on a pu acquérir le traitement par le NTBC, parce que comme vous le savez, pour la tyrosinémie maintenant, on a le traitement et on peut sauver des enfants. Alors le troisième patient, donc c'est Hajar, qui a été hospitalisé pour une hépatomégalie comme motif d'hospitalisation. Là aussi, la période néonatale donc, et postnatale, il n'y avait rien. Il y avait un poids de naissance qui était correct, un développement psychomoteur. Les parents sont bien portants, la fratrie aussi, mais il y a une consanguinité de premier degré et il n'y a pas de cas similaire dans la famille. Et donc, le début de la maladie remonte à l'âge de 3 mois par donc l'installation progressive d'une distension abdominale, notion d'épistaxis, et bien sûr, il a été hospitalisé aussi à Casablanca, puis adressé dans notre formation pour prise en charge. Donc, il y a tout un bilan qui a été fait à Casablanca, et après, il a été adressé pour complément de prise en charge. Alors, à son admission, donc, il avait donc le poids et la taille
qui sont normaux, ainsi que le périmètre crânien. Il y a une distension abdominale, il y a une hépatomégalie, et le reste de l'examen, ils sont particularités. Donc, il y a une cytolyse hépatique au bilan biologique, et bien sûr, il y a une insuffisance hépatocellulaire importante. Il y a l'alpha-photoprotéine qui est très élevée, au-delà de 4000 nanogrammes par millilitre. L'échographie abdominale, donc, il avait une hépatomégalie. L'IRM abdominal, je ne sais pas pourquoi il a été fait, mais juste parce qu'il a été fait à Casa, mais il n'y avait aucune indication de le faire. Ils ont même fait, nos collègues à Casablanca, une biopsie hépatique, chose qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on peut faire le diagnostic, juste pour vous montrer que parfois, on peut passer beaucoup de temps donc, à faire le diagnostic. Alors, on n'est pas obligé de faire ni l'IRM, ni la biopsie. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut aller rapidement voir la chromatographie, le dosage de acétate et donc le diagnostic. Vous l'aurez rapidement sans passer par... Parce que pour faire la biopsie du foie, il faut d'abord avoir une crasse sanguine qui est normale, il faut attendre, il faut donner PFC aussi. Donc, vous perdez au moins quelques jours, voire même un mois donc, pour faire le diagnostic. Donc voilà, en conclusion pour cet enfant, donc il a une hépatomégalie, un syndrome hémorragique, insuffisance hépatocellulaire, il a cytolyse hépatique, cholestase modérée, l'alpha-photoprotéine élevée et donc suspicion bien sûr tyrosinémie qui a été confirmée par la chromatographie et le dosage de succine acétate. Donc là, une fois qu'on était chez nous, donc on a fait le dosage de succine acétate et donc on a commencé rapidement le traitement. Donc, et on a commencé le traitement spécifique de la tyrosinémie par l'orphanin, le NTBC, et un régime diététique pauvre en tyrosine et un mélange d'acides aminés pauvre en tyrosine et en féline. Alors, on va voir l'évolution, que l'évolution était bonne, avec une régression de l'hépatomégalie, absence de syndrome hémorragique, bon développement psychomoteur, bon développement staturo-latéral, avec régression des nodules hépatiques et dispersion des signes de rachitisme. Donc, juste pour vous montrer un peu l'évolution donc, de cet enfant, donc il a été admis chez nous à 6 mois. Donc, à 10 mois, donc, il y a déjà, donc, il a un poids et une taille qui est normal. À 18 mois, à 36 mois, donc, tout va bien pour cet enfant. Alors, pour les paramètres biologiques, vous voyez quand même que le succine acétone, donc, il est presque négatif normalement, à 16 mois, à 19 mois, 24 mois et à 36 mois, avec une réduction importante de l'alpha-photoprotéine. Voilà, donc, c'est sa dernière consultation et il va très bien. Donc, on voit la différence entre, bien sûr, une prise en charge correcte et une prise en charge qui est tardive. Alors, notre 4e malade, je pense que c'est pareil, mais ça, il a été hospitalisé chez nous. Donc, à 7 mois, motif d'hospitalisation, c'est une hépatosplénomégalie. Donc, sur le plan personnel, il n'y avait rien de particulier. Une consanguinité de premier degré chez les parents. L'histoire donc remonte à l'âge de 3 mois par toujours l'installation progressive d'une distension abdominale. Il n'y a pas de signes, donc notamment infectieux ou hémorragiques. Il a été hospitalisé au premier dans un hôpital à El Rachidia, puis il a été adressé chez nous. Donc à son admission, il y a déjà un retard staturopondéral, il y a une distension abdominale, il y a une hépatomégalie, une splénomégalie. Sur le plan biologique, voilà, toujours là. C'est pareil, en fait, on voit les mêmes. Maintenant, je pense qu'on peut faire facilement le diagnostic, on ne peut pas passer à côté d'une tyrosinémie, parce qu'il y a la cytolyse hépatique, il y a l'insuffisance hépatocellulaire, donc il y a l'alpha-photoprotéine qui est très élevée. Donc là, on suspecte le diagnostic, on fait l'échographie, la radio, etc., pour chercher s'il y a des signes de rachitisme. Et bien sûr, on suspecte la tyrosinémie et on confirme le diagnostic.
par la chromatographie des acides aminés et bien sûr le dosage de succinyl acétone. Là aussi, on commence le traitement parce qu'on dispose de traitement et heureusement qu'on a donc la mutuelle des forces armées royales qui peut nous donner en fait ce médicament qui reste quand même, qui coûte cher quand même. C'est pas... Et donc, on a commencé le traitement avec l'Orfadin, un régime diététique, mélange d'acides aminés pauvres en tyrosine. Et l'évolution, elle était satisfaisante avec une régression de l'hépatosplénomégalie, plus de syndrome uralgique, développement staturopondéral, elle est correcte. Voilà l'évolution des paramètres anthropométriques. Donc, on voit déjà qu'il a un bon poids, une taille correcte et un périmètre crânien qui est correct. L'évolution. Alors, c'est bon pour le succinyl acétone. Juste pour l'alpha-photoprotéine, je pense qu'il y a une augmentation à 30 mois parce que là, la maman a arrêté le traitement. Parce qu'apparemment, pour elle, apparemment, il a compris que sa fille est guérie. Donc, c'est là où on a réajusté le traitement et on a repris le traitement. Voilà notre petit Sam, donc, à la dernière consultation, il va très bien. Voilà, donc, ça c'est juste pour le bilan qu'il faut faire en cas de tyrosinémie type 1. Après, bien sûr, je passerai pour ça. C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi la forme tardive. Et ça, c'est une fille qui a été admise normalement à 5 ans pour un retard juste un retard staturo-pondéral important. Et donc, c'était une tyrosinémie donc tardive, chronique. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, c'est juste pour... Vous voyez ici les signes de rachitisme avec les déminéralisations osseuses et aussi donc les bouchons de champagne au niveau de la radio pulmonaire. Ça, c'est avec atteinte hépatique et rénale. Ça, c'est pour la forme chronique. Donc, après, bien sûr, la tyrosinémie qui reste. Donc, je pense que le diagnostic, je dirais, n'est pas aussi difficile que ça, que, bien sûr, en collaboration avec l'équipe de notre ami professeur Chebra. Professeur Chebra, oui, il n'est plus à l'hôpital, mais avec l'équipe de l'hôpital Avicenne, on peut faire le diagnostic rapidement. Il faut juste poser le diagnostic et voilà. Alors là, c'est une autre aminoacidopathie. Donc, qu'on peut aussi diagnostiquer. Il faut la diagnostiquer précocement parce que là aussi, on peut avoir un traitement. Vous allez voir, parce que c'est deux observations, on peut avoir la différence entre la prise en charge des deux enfants. Il faut y penser, il faut poser le diagnostic rapide. Alors, pour Oussama, donc, il est âgé en fait à son admission à 5 ans, pas presque 6 ans. Alors, donc, il y a une naissance qui est à terre. Il a été vacciné selon le programme national d'immunisation, un bon développement staturopondéral. Par contre, il y a un retard de développement psychomoteur. Donc, il y avait un retard de la marche, un retard de langage, et on a aussi donc un retard intellectuel. Les antécédents familiaux, donc les parents ne sont pas consanguins, pour vous dire que la consanguinité n'est pas toujours présente dans ces maladies métaboliques. Certes que la plupart, on a une consanguinité, mais pas toujours. Donc, il n'y a pas de maladie métabolique ni thromboembolique dans la famille. Donc, le début de la symptomatologie remonte à l'âge de 3 ans par une baisse progressive de l'acuité visuelle, un retard mental. Il a consulté, bien sûr, à plusieurs, durant 2 ans. Et c'est à l'âge de 5 ans, des mois, qu'il a atterri chez les ophtalmologues. Et c'est là où l'examen ophtalmologique donc, a orienté le diagnostic. Donc ça, c'est important parce que sachez quand même que l'examen ophtalmo,
c'est un examen qui est très important en matière de diagnostic des maladies métaboliques. Donc, mais il faut qu'elle soit faite par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, bien sûr. Parce que la plupart du temps, il vous dit que l'examen, il est normal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé l'examen ophtalmo? Il a trouvé une myopie avec subluxation de cristallin bilatéral. Donc, je pense qu'une fois on a cet élément, je pense qu'on est facilement orienté vers le diagnostic. Donc, ça, c'est son examen clinique. Vous voyez déjà qu'il a déjà plus de déviations standard. Donc, ça conforte votre diagnostic. Alors, l'examen ophtalmo, il y a une myopie très importante. Donc, la subluxation de cristallin, hypertension oculaire, et donc, le reste de l'examen sans particularité. Je pense qu'une fois qu'on a une subluxation de cristallin, je pense qu'on va penser à l'homocysténurie en premier. Bien sûr, il y a d'autres maladies où on peut trouver ces anomalies de cristallin, notamment la maladie de Marfan, les hyperlysinémies, etc. Mais je pense qu'on va tous penser à une homocysténurie. On va aller rapidement pour, bien sûr, confirmer le diagnostic de cette homocysténurie. Alors, la chromatographie des acides aminés, donc il a montré une augmentation de la méthionine dans le sang et bien sûr l'homocystéine dans les urines. Le dosage de l'homocystéine était élevé à 220 micromoles par litre, qui est élevé. Et bien sûr, comme vous le savez, en cas d'homocysténurie, il faut penser bien sûr aux anomalies vasculaires, en particulier cérébrales, etc. Parce que vous savez qu'on peut faire le diagnostic même en période néonatale, en cas des AVC normalement, chez un nouveau-né. Donc, parmi les diagnostics qu'on cherche, c'est l'homocysténurie, bien sûr, à côté des autres anomalies, bien sûr, de l'hémostase, etc. Donc, le diagnostic retenu, c'est une homocysténurie donc, classique. Ça, c'est l'angio-IRM qui montre déjà des anomalies vasculaires avec atteinte des artères cérébrales. Alors, chez cet enfant, donc, on a commencé un traitement. Ah, oui, c'est un... Merci. Alors là, donc, on a commencé le traitement parce que, comme vous le savez, donc, il y a le traitement par la vitamine B6. Donc, ça a été commencé chez cet enfant. Il y a bien sûr la correction de problèmes ophtalmologiques, donc par le traitement chirurgical, la correction de la subluxation de cristallin avec la rééducation fonctionnelle. Alors, après 2 mois de traitement, il y a une normalisation de la chromatographie des acides aminés. Et il y a la normalisation de dosage de l'homocystine, cela veut dire que le traitement est donc il est efficace. Alors vous allez voir l'évolution de notre malade. Vous voyez, au départ, c'était l'homocystine, c'était 220. Il y a une nette amélioration. Vous regardez, à l'âge de 14 ans, il y a une augmentation de l'homocystine. Et ça parce que notre ami, donc, il a arrêté son traitement. C'est l'âge de l'adolescence. Et c'est là, en fait, qu'il a arrêté son traitement. Donc après plusieurs tentatives et après, bien sûr, consultation de psychiatres, etc., il a repris son traitement et donc, il y a une amélioration. Voilà. Là, donc, voilà, c'est Oussama. Là, vous voyez quand même l'aspect, donc, marfouide, en fait, avec... une grande taille, avec aspect aussi des doigts, etc. Alors, l'intérêt de cette observation, c'est plutôt, donc, c'est la deuxième observation. Parce qu'en fait, c'est son frère qui est né le 14-12-2008, Ishiki, donc, parce que, comme le premier était atteint de l'homocysténurie, donc on a fait le dépistage chez le deuxième. C'est-à-dire sans attendre l'apparition des signes cliniques. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de faire, en fait, le dépistage autour d'un cas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette observation.
Donc c'est vraiment l'intérêt de cette observation. Donc c'est Yassine, qui est donc né en 2008. Donc les parents non consanguins, c'est pas la peine parce que c'est les mêmes parents que Oussama. Donc le frère, c'est Oussama qui est âgé de 9 ans, qui a cette homosexualité. Donc ici la naissance était à terme avec un poids de naissance qui est correct, une taille qui est correcte. Donc on a fait le dépistage à l'âge de 2 mois et 1 semaine. Et on a trouvé une hyperhomocéténémie à 160 micromoles par litre. Donc et à ce moment-là, on a commencé le traitement rapidement avec une évolution qui est très favorable parce que le dosage à l'âge c'est-à-dire après 1 mois de traitement, il y a quand même une normalisation de l'homocystéine. Donc avec un développement psychomoteur qui est saturopondéral qui est normal, l'enfant est scolarisé, il n'y a pas d'anomalie ophtalmologique. Donc c'est ça effectivement l'intérêt de cette observation, c'est d'éviter toutes les complications possibles en démarrant un traitement qui ne coûte pas cher. Vous savez, la vitamine P6, ça ne coûte pas cher et on peut sauver en fait des enfants sans, bien sûr, c'est pas la même chose qu'en cas de tyrosine ou les MPS, etc. Là aussi, donc vous voyez, la moustinurée à 2 mois, c'était élevé. Rapidement, ça s'améliore. Mais là, à 6 ans, ça coïncide avec l'arrêt de traitement par son frère. Lui aussi ne veut pas prendre de médicaments, parce que son frère ne le prenait pas. Et donc, et c'est pour cela, en fait, malheureusement, dans nos services, en tout cas dans notre hôpital, il n'y a pas de psychologue, chose normalement qui est aberrante. Normalement, on devrait avoir, parce que ces enfants, normalement, doivent être accompagnés par des psychologues pour, bien sûr, l'explication de cette maladie chronique, ou que le traitement, normalement, c'est un traitement à vie. Et voilà, donc je trouve que aussi c'est un grand problème. Après, bien sûr, après les efforts de l'équipe soignante, bien sûr, donc il y a une collaboration avec les psychiatres, etc., on a pu donc redresser, bien sûr, donc le traitement et l'évolution était favorable. Voilà, à l'âge de 8 ans, il est bien, il a le poids, la taille normale, il n'y a pas de signe ophtalmologique, etc. Voilà. Donc voilà, alors je pense, il ne reste pas beaucoup de temps, ça c'est, je pense que rapidement, mais ça a été présenté, je pense. Ça c'est un nouveau-né qui a été admis à 18 jours de vie, donc toujours dans les aminoacidopathies, parce qu'il faut y penser, parce qu'on peut sauver des enfants si on pose le diagnostic rapidement, et vraiment rapidement, chose que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc cet enfant donc, qui a présenté 3 jours avant son hospitalisation, donc un syndrome, on va dire grippal, rhinorrhée, etc. Après, bien sûr, ça c'est âgé 3 de vie, donc une rhinorrhée, etc. Mais à G18, donc, sa maman le trouve hypotonique, cyanose, des vomissements, des selles glérosemblantes, hypotère, cyanose des extrémités, etc., hypotonie, dyspnée. Donc, voilà. Donc, rapidement, on en pense à une infection postnatale ou materno-fœtale tardive, etc. Le bilan infectieux, il est négatif. Par contre, il y a une insuffisance hépatocellulaire manifeste, avec une cytolyse hépatique qui est très élevée, avec des ASAS à 672, des ALATA, etc. Et bien sûr, des CPK qui sont élevés aussi. Échographie abdominale normale, le TF normal, donc la réanimation, le CEPAP, perfusion G10, etc. Transfusion de PFC, bien sûr, parce que l'insuffisance hépatocellulaire. Alors, les diagnostics à évoquer, certes, qu'on pense à l'infection perméée, la galactosémie, oui, parce qu'il y a l'intervalle libre, etc. Trouble d'oxydation des acides gras, hémochrome, la cytopathie microchromalage, tyrosine, mais pourquoi pas. On fait après, bien sûr, donc il y a une amélioration donc rapide
est extraordinaire, avec un TP qui est normal, la diminution de la cytolyse, la normalisation de bilan hépatique, plus de vomissement, sels normaux, tout va bien. Chromatographie des acides aminés, donc on a éliminé tout ce qui est hétérozénémie, tout ce qui est galactosémie par le spot test, lactate pyruvate normal, et bien sûr, c'est difficile de penser ici au diagnostic parce qu'on ne va pas penser à la fructosémie. Parce qu'en général, le fructose, ça n'existe pas dans le lait maternel. Donc c'est juste en reprenant bien sûr l'interrogatoire que la maman mettait de miel sur la tétine de l'enfant à chaque biberon. Donc c'est là en fait où on va penser rapidement à la fructosémie. Et c'est ça pourquoi l'évolution était rapide, parce qu'on arrêtait les biberons où il y a en fait le miel sur la tétine. Et donc l'évolution était rapide. Donc ça c'est une fructosémie. L'intérêt aussi de cette observation, c'est que c'est l'interrogatoire. Parfois ça ne demande pas beaucoup de choses, mais c'est pas évident. Donc il faut faire l'interrogatoire, le refaire. Vous voyez qu'en matière de maladies métaboliques, ou toutes les maladies bien sûr, que ce soit, il faut bien sûr chaque élément à sa place. Donc cet enfant, ça y est, il est sauvé, donc, parce qu'il faut juste interdire le fructose qui se trouve au niveau des fruits, au niveau des sucres totables. Ce n'est pas évident, mais bon. Alors, là aussi, je vais vous présenter deux observations. Ça ressemble un petit peu aux observations de l'homocysténurie. Ça, c'est un autre aspect. Donc, ça ressemble aussi donc, aux deux observations pour l'intérêt en fait de faire le diagnostic et surtout l'intérêt de faire le dépistage autour d'un cas. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est la petite Arwa, donc, qui est âgée de 7 mois, qui a été hospitalisée pour un problème respiratoire. Il y a une consanguinité donc, de premier degré. La couche, c'est une grossesse gémellaire. Alors, la sœur jumelle est décédée à l'âge de 5 mois dans un tableau d'insuffisance cardiaque. Donc, pour Arwa, donc, il a un retard des acquisitions psychomotrices. Je pense que c'est juste le maintien de la tête. Et bien sûr, donc, avant son admission, il a présenté donc une détresse respiratoire, ce qui a motivé son hospitalisation à Guelmim, donc chez une de mes collègues à l'hôpital de Guelmim, où ils ont trouvé bien sûr donc un problème d'insuffisance cardiaque. Même cet enfant, il a été envoyé à Tiznit aussi, donc il a fait un petit tour. Et il y a ma collègue donc, qui m'appelle de Guelmim pour qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que le diagnostic était évident. Parce que déjà à la radio de poumon, vous avez une cardiomégalie avec un indice thoracique qui est au-delà de 0,6. Et donc, il y a l'hypotonie, vous voyez, il y a l'hypotonie qui manifeste. Et donc on peut penser à ce qu'on veut, mais je pense que vous avez une insuffisance cardiaque, une hépatomégalie, une hypotonie, un frère, une sœur qui est décédée par insuffisance cardiaque, consanguinité de premier degré. Je pense qu'on va penser en premier à une maladie de pompe. Donc voilà le premier bilan. Donc la radiographie thoracique, c'est une cardiomégalie. Et le CG montre l'espace PR qui est court avec des complexes QRS qui sont hypervoltés. Et l'échographie cardiaque montre une cardiomyopathie dilatée. Donc je pense que ça conforte le diagnostic de la maladie de pompe. D'autant plus qu'il y a des enzymes musculaires qui sont très élevées et avec les LDH et surtout les hépatiques, je pense que... Alors, il faut bien sûr confirmer le diagnostic. La confirmation, ça se fait soit par le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha-glycosidase acide, soit carrément aller vers la recherche d'une mutation. Donc, chose qui a été faite normalement. Et on a envoyé le bilan, en fait. Ça, c'est une hospitalisation il y a quelques jours, je pense, c'est un mois maintenant. Donc, voilà. Donc, vous trouvez ici le dosage de l'alpha-glycosidase qui est effondré.
donc il est à 0,1, et la mutation aussi génétique qui est en faveur de la maladie de Pompe. Malheureusement, on n'a pas pu faire quelque chose pour cet enfant parce qu'il a traîné, et donc le temps de demander le traitement et d'attendre les résultats de mutation et de dosage. On a effectivement demandé le traitement avant l'arrivée des résultats. Mais l'enfant est décédé donc dans un tableau d'insuffisance cardiaque. C'est pour cela qu'il faut faire le diagnostic rapidement. Donc voilà, on a mis juste un traitement pour l'insuffisance hépatocellulaire, mais l'enfant il est décédé. Cela, je pense que l'intérêt effectivement d'essayer de faire, mais cet enfant qui quand même arrive de loin, vous savez, Guillemim, c'est 1000 km de Rabat, et donc il a fait un va-et-vient entre Guillemim et Tiznit et Rabat, donc ça demande beaucoup de temps. Alors, le deuxième cas clinique, ça c'est important, parce que cet enfant, on l'a hospitalisé à l'âge de 2 mois. On l'a hospitalisé à Passau dans le cadre, parce que son frère, donc, et là, donc, sa sœur plutôt, qui est décédée à l'âge de 9 mois, il a une maladie de Pompe confirmée. Donc là, ça change la prise en charge, et donc, on a hospitalisé cet enfant donc, rapidement. Donc vous voyez, là aussi, c'est à l'âge de 2 mois, cardiomégalie, il y a l'ECG aussi des éléments en faveur de la maladie de Pompe. L'écho-cœur aussi montre une myocardiopathie hypertrophique. Et voilà, déjà, donc, il faut s'intéresser aux enzymes musculaires qui sont élevées. Donc vous avez des azates élevés, un CPK assez 102. Donc on a évoqué le diagnostic parce qu'on a déjà la confirmation chez la sœur. Et on a rapidement fait donc le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha-glycosidase acide qui est effondré, l'étude génétique aussi. Et donc là, on a commencé donc, le traitement précocement à base de myosine qui existe aussi donc, pour la maladie de Pompe. On a un traitement effectivement. Et donc on a commencé le traitement à l'âge de 3 mois. Et a priori, donc, ça fait 3 mois, c'est le 28 2019 qu'on a commencé le traitement et on attend donc 3 mois pour faire l'évaluation, mais a priori jusqu'à présent, donc, on verra. C'est un problème de temps. Ah, Mazel. Non, je m'arrête. Là, je peux continuer si tu veux. Merci professeur Omar Agader de cette brillante conférence au cours de laquelle vous nous avez donné l'expérience du service à travers quelques cas de maladies métaboliques traitables. Et maintenant, la parole est à la salle si vous avez des questions, des commentaires. Sinon, en attendant que la salle réagisse, j'ai une question concernant la tyrosinémie et les cas que vous avez traités. Vous avez essayé de montrer que c'est le retard du diagnostic qui fait que les 2 premiers cas ont décédé. Par contre, le 3e cas, vous avez une très belle expérience. Est-ce que c'est la sévérité, le retard du diagnostic ou l'expérience acquise du service? Et en particulier, je me rappelle très bien, ça fait longtemps quand on a fait un diagnostic de tyrosinémie secondaire à un rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique. On a contacté les gens à l'étranger, ils nous ont dit qu'il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir traiter. Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne le pronostic de cette pathologie? Je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a le retard de diagnostic, ça c'est important, parce que, vous savez, le premier cas, il a exprimé sa pathologie à l'âge de 4 jours. Par contre, un autre, normalement, il l'a exprimé à 3 mois et demi. Donc, il y a la sévérité de la pathologie, c'est important parce que les enfants n'expriment pas de la même façon cette pathologie, mais je pense que le plus important, c'est de faire le diagnostic précocement et de démarrer un traitement précoce.
Parce que je pense que si vous commencez après des lésions normalement osseuses, après un rachitisme, donc vitamino-résistant qui est allé, je pense que c'est toujours difficile d'améliorer en fait ces enfants. Donc je pense que le mot-clé, c'est de faire le diagnostic le plus tôt possible. Et bien sûr, une fois que vous confirmez le diagnostic, il faut démarrer le traitement le plus tôt possible. Oui. Omar, je voudrais te remercier, c'était vraiment brillant. On a appris beaucoup de choses et franchement, je suis content que tu aies traité ce sujet. Je voudrais juste te dire, ces traitements, vous les avez à l'hôpital d'enfants et à l'hôpital militaire, mais ils n'existent pas. C'est difficile de les avoir par ailleurs. Bien sûr. Et deuxième chose, il faudrait donner plus de visibilité à ce que vous faites, parce que beaucoup de gens ne savent pas où envoyer. C'est pour ça que vous avez des retards aussi. Tout le monde ne sait pas qu'il y a des centres spécialisés qui peuvent rendre vraiment service, et parce qu'on est tout seul devant ce patient qu'on ne comprend pas très bien, on n'a pas l'expérience et l'habitude, on ne peut pas tout savoir, et c'est bien qu'il y ait des gens, et je te remercie d'avoir hyper spécialisé et nous donner des portes de sortie, parce que pour ces malades qui sont lourds. Oui. Alors c'est Hassan, j'ai parlé tout à l'heure avec le professeur Gauzy, c'est vraiment un grand problème. Et malheureusement, c'est pas l'hôpital militaire, c'est pas le meilleur endroit pour traiter ces enfants, parce que c'est quand même un hôpital militaire, l'accès il est limité. Donc vraiment, nous on reçoit que les militaires et quelques amis qui nous ont. Je pense que l'idéal c'est d'avoir un centre de référence en matière de. On a largement discuté, mais bon, il y a le service de neuropédiatrie à l'hôpital d'enfants. Mais comme j'ai dit à Sil Gauzy, c'est un petit service, c'est-à-dire il faut un grand service. Il y a un seul service au Maroc, c'est-à-dire on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de plusieurs services. Et donc l'idéal, c'est d'avoir un service de référence. Et donc on peut tous travailler, on peut tous faire l'astreinte dans ce service. Normalement, on peut accueillir tous les enfants marocains qui ont bien sûr des maladies métaboliques. Ça va nous permettre de faire des dossiers, normalement, des registres normalement des maladies métaboliques, et on peut faire pas mal de choses. Mais la question, on n'arrive pas encore à voir ça. Vous avez à peu près combien d'enfants que vous suivez dans le service? Normalement, pour les maladies métaboliques, je pense, si Rachid peut me le commenter, on est à plus de 200 malades, je pense, de toutes les maladies métaboliques possibles. Bien sûr, il y a les maladies qui ne sont pas traitables, mais on a plus. Juste pour le MPS, par exemple, on est à 12-13 malades qui sont traités maintenant. J'ai l'observation, donc, avec toutes les étapes de l'évolution de ce traitement. Ça fait 7 ans maintenant qu'on traite les MPS. Donc, il y a quand même, c'est une pathologie lourde, c'est un traitement qui est lourd. On a aussi les tyrosinémies, et on a les autres maladies qui ne sont pas traitables. Au-delà tout le monde vient à Rabat, il n'y a pas d'équivalent Casa dans les autres villes? C'est des militaires? Non, pas militaires. Ouais. Des services comme ça qui traitent ces maladies métaboliques. Il y a l'hôpital d'enfants de Rabat, je pense. Il y a aussi l'hôpital de Fès, Chokri Sana et son équipe. Mais là, on est dispersé, c'est-à-dire on ne peut pas. On a quelques malades, Madame Krioul, je pense qu'il faut un centre. J'ai dit en fait, même, c'est-à-dire au niveau de Cheikh par exemple, pourquoi pas? Au niveau de l'hôpital d'enfants, comme à l'égard du centre d'hémato-oncologie. C'est faisable, mais bon, il faut beaucoup. Peut-être que vous êtes ministre de la Santé, on verra. Jamais, c'est un échec. Ce que vous soulevez, c'est un sujet très très important qu'on a essayé de débattre à maintes reprises, même dans la société marocaine de maladies métaboliques. Et c'est vrai, il faut une spécialisation en matière de maladies métaboliques. À l'hôpital d'enfants, l'unité de neuro-endocrino-métabolique, c'est vrai, c'est petit, mais on essaie de faire l'essentiel pour essayer d'améliorer la qualité de la prise en charge, mais plus ou moins, on a même parfois, avec notre directeur, il nous donne même pour les indigents, on peut traiter certains malades, même quand c'est cher. Mais comme vous avez dit, il faut des efforts énormes, il faut un centre de référence spécialisé pour les maladies métaboliques, et même les autres services, que ce soit la cardio-pédiatrique, de gastro-entéro, ils traitent certaines maladies métaboliques, mais les efforts ne sont pas conjugués, et c'est la multidisciplinarité. C'est très difficile de régler ce problème à l'échelle nationale. J'ai une question concernant la maladie de Pompe, parce que
vous avez dit à un certain moment que le décès est dû au retard du diagnostic. Je pense qu'actuellement, avec les laboratoires, les possibilités de biologie moléculaire, de diagnostic rapide, je pense que ce n'est pas une source de retard pour le diagnostic, mais plus non, de collaboration. Parce qu'il était pas à Rabat, il était à Guelmim, donc il a fait une insuffisance cardiaque à Guelmim, donc il est arrivé en temps. Donc juste avant de terminer, je voulais juste me remercier en fait l'équipe de pédiatrie de l'hôpital militaire qui font beaucoup d'efforts, et en particulier c'est Rachid Abel Qassim qui fait beaucoup d'efforts parce que donc pour les maladies métaboliques, je le remercie donc infiniment pour les efforts qu'il fournit pour prendre en charge ces enfants, parce que c'est un suivi quand même qui est lourd, et donc c'est lui qui fait en fait pratiquement la grande partie de travail.